Emmanuelle Auriol, bonjour. Bonjour Nicolas. Ravi de vous voir. J'aimerais que vous soyez là plus souvent, mais comme vous êtes professeur à l'école d'économie de Toulouse, à TSE, il n'est pas fréquent que vous soyez à Paris, mais vous êtes aussi membre du Cercle des économistes, et c'est la raison pour laquelle chaque jeudi, vous savez, il y a un membre du Cercle qui est présent dans ce studio. Il se trouve que vous aviez commis un rapport pour le CAE, vous êtes toujours membre du Conseil d'analyse économique. D'ailleurs, je vous signale que Xavier Jaravel vient d'être nommé à la tête du Conseil d'analyse économique, vous le connaissez bien ici, et vous aviez donc commis un rapport en 2019 sur la question justement de la politique économique que l'on peut imaginer face au trafic de drogue. Discussion ordinaire devant le lycée. Ils n'ont pas 18 ans, mais la drogue, ils connaissent. À Gap, quand on est jeune, on a beaucoup trop facilement accès aux stupéfiants et c'est très banalisé. Bonjour, cette image réalisée en Espagne en août 2023, vous la connaissez par cœur. Des paquets de cocaïne méticuleusement alignés et fièrement présentés par la police, une saisie record. Vous me direz, encore ? Et c'est bien le problème de ce grand classique de la photo d'actu. Partout dans le monde, les forces de l'ordre communiquent de la même manière sur la réussite d'opérations coup de filet en exhibant les tonnes de drogue confisquées. Mais qui en ressort grandi ? La police ou le trafic de stupéfiants qui apparaît toujours proliférant. Erwan Tison, bonjour. Bonjour Nicolas. Chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg, vous avez coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Éditions. Faut-il légaliser le cannabis ? J'ai bien dit légaliser, pas dépénaliser le cannabis en France, Emmanuelle Auriol. Tout à fait. Merci, on se retrouve, Je suis dans la nuance. on se retrouve demain à 9h. Alors. Tout ce qui va être shit, herbe, tout ça, il y en a pas mal qui fument ça. Oui. C'est facile d'accès, pas mal de jeunes là ils se mettent à la drogue, que ça soit drogue douce comme le cannabis ou le drogue dur. Il y a aussi toutes les nouvelles drogues un peu industrielles, les purple et tout, il y en a pas mal et c'est indétectable. Il y a le PTC, il y en a qui prennent ça, c'est dans des cigarettes électroniques. Vu qu'on est dans une petite ville, c'est plus facile justement de s'en procurer, il y a moins de surveillance. Maman, tu peux me donner 10 balles pour sortir. Et pour acheter quoi ? Un maximum de drogue. Ah ah, très marrant. Allez, rentre pas trop tard. Non, man. Moi, je dis toujours la vérité à mes parents. Les paquets remplis de cocaïne occupent le premier plan de l'image. Leur alignement rectiligne renforce l'effet de perspective et donne une impression de démesure. Une douzaine d'agents en uniforme sont présents et scrutent la scène. On aperçoit ici 2 équipes de télévision en plein tournage. Et sur cette seconde photo, cadrée légèrement plus large, on devine la présence d'autres journalistes. Plusieurs agences de presse, des radios et des télévisions espagnoles, locales et nationales, ainsi que la presse écrite, ont fait le déplacement. Non, je vous écoute parce que c'est un sujet moi qui me passionne en plus. Oui, alors la France, c'est le pays d'Europe qui est le plus répressif. Donc l'an dernier, 250 000 arrestations, 50% d'amendes délictuelles, mais le reste, ça peut se terminer avec un casier judiciaire pour les gens. La loi n'a pas évolué de ce point de vue. Et en même temps, le plus gros consommateur d'Europe. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Car pour cette génération Z, le produit est à portée de smartphone. Avec ces conversations qui s'effacent, le réseau Snapchat est le favori des jeunes et des dealers. Moi en fait ils font des comptes et ils mettent en story le menu de ce qu'ils vendent, donc tout ce qui est cannabis, cocaïne, ecstasy, plein de trucs. Et ils le mettent en story et tu peux leur envoyer un message et tu leur dis ce que tu veux. Et ils te donnent un rendez-vous quelque part ou même ils viennent à toi et tu leur donnes l'argent et ils te passent ce que tu veux. La mise en scène a été construite à destination des médias. À l'arrière-plan, on distingue des panneaux. Ils reprennent les logos de la police nationale et des douanes. Nous sommes le 25 août 2023 à Algeciras, premier port de marchandises espagnol, réputé pour être un important point d'entrée de la cocaïne en Europe. 2 jours plus tôt, 9,5 tonnes de cocaïne ont été découvertes à bord d'un navire en provenance d'Équateur et ont été installées dans cet entrepôt, comme on le voit sur ces images fournies aux médias par les douanes et la police espagnole.
Grosse répression, plus grosse consommation. Oui, et donc 0 dividende fiscal, alors qu'on pourrait avoir 2 milliards de taxes prélevées des produits de mauvaise qualité, 4000 points de deal. Et, pour que les auditeurs aient un peu une idée, il y a 1500 McDo en France, donc pour chaque McDo, vous avez à peu près 3 points de deal. Non, mais bon. Maintenant, chaque fois que je verrai un McDo, je me dirais il y a un McDo. Ici, le cliché du point de deal, le four comme on l'appelait, est donc peu à peu remplacé par ces nouvelles commercialisations, très efficaces. On a un développement, du coup, depuis quelques années, de ce qu'on appelle l'Ubersheet. C'est-à-dire la consommation par des réseaux de vente à domicile, à distance, par Internet, où il y a une prise de commande et une livraison à un point donné. Ça se développe, y compris dans nos cités. Et malheureusement, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a une plus grande invisibilisation du trafic. La drogue arrive de Colombie, via l'Équateur, où une entreprise d'import-export dissimule la poudre blanche dans des conteneurs réfrigérés. Officiellement, ils contiennent des cartons de bananes, comme on peut le voir sur notre photo. Mais au milieu des fruits sont dissimulés les paquets de drogue. Au milieu de l'image, 2 agents manipulent des paquets. L'inscription Hitler est lisible. Chacun de ces paquets apparaît ainsi affublé d'un logo. Celui-ci sert aux narcotrafiquants à identifier les destinataires de la drogue. Les enquêteurs en ont dénombré 33, correspondant à des réseaux implantés dans différentes villes européennes. Ces logos seraient également un message codé permettant aux trafiquants d'identifier la pureté du produit. Mais les raisons de la référence à des marques de voitures, à Hitler ou à la croix gammée demeurent un mystère pour les enquêteurs. Et donc, quand même, quand on est sérieux, des politiques de répression, de prohibition, on en a essayé plusieurs. Celle de l'alcool aux États-Unis, celle de la drogue. La guerre à la drogue, c'est les États-Unis qui l'ont menée. Ils ont mis des moyens colossaux, des moyens que nous, on ne mettra jamais. Ils ont renoncé parce que ça ne marche pas. Et donc, si on doit prendre ce problème sérieusement, et on doit le prendre sérieusement, on estime que 80 à 90% des homicides en France sont liés au trafic de drogue, donc des morts, des coûts fiscaux, puisqu'on doit maintenir la police à arrêter des fumeurs de joints, c'est ça la réalité. Aucune rentrée fiscale, des produits de mauvaise qualité, des jeunes gens qui sont donc entraînés dans des trafics qui ne vont pas les amener à une vie professionnelle épanouissante et productive. Bon, ce bilan-là, je crois qu'il va falloir qu'on en prenne la mesure. À l'âge où l'on a son premier portable, même à la campagne, le cannabis devient accessible en quelques clics. Un adolescent français sur 3 en a déjà fumé. Comme Julia, pour qui l'addiction, la vraie, est arrivée dès le collège. La photo a été prise par un photographe de l'agence France Presse et diffusée dans de très nombreux médias, de la Thaïlande à la Turquie, en passant par les Émirats arabes unis ou les Pays-Bas. Tous soulignent en titre la quantité record de drogue saisie. Ils répètent les informations délivrées par la police espagnole, reprises à l'identique dans une dépêche de l'agence France Presse. Ce type de saisie, bien qu'impressionnante, n'est pas si rare. Des photos similaires à la nôtre sont régulièrement diffusées par les forces de l'ordre du monde entier. En mars 2023, les douaniers français ont par exemple intercepté 1,2 tonne de pollen de cannabis d'une valeur de plus de 12 millions d'euros. Un mois avant notre photo, les douaniers hollandais saisissaient quant à eux 8 tonnes de cocaïne au port de Rotterdam. Une saisie record pour ce pays et une photo similaire. Des paquets de drogue soigneusement alignés dans un entrepôt devant un logo officiel installé sur un panneau. Et donc, les autres pays autour de nous, l'Allemagne, c'est pas des zonzons quand même, nos amis du Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, tout le monde évolue. Et la France s'arc-boute, on est les seuls à s'entêter à vouloir faire la guerre à la drogue. Une guerre qu'on va perdre. Une guerre qu'on a déjà perdue d'ailleurs. Ouais, et puis, alors en plus, on a quand même pas mal de pays, à ma connaissance, qui ont déjà franchi le pas de la légalisation, ce qui permet d'avoir un retour d'expérience. J'y suis allée quand j'étais très petite, quand j'avais 12 ans, parce que j'ai commencé en soirée, etc. Au début, c'est drôle, ça te met dans un bon mood, t'es un peu
tu planes un peu, entre guillemets. Et puis après, tu te rends compte qu'au plus tu fumes, au plus t'en as besoin pour être bien. Je me suis rendu compte que c'était un problème quand j'ai commencé à péter les plombs contre des amis à moi ou même contre ma mère parce que je n'avais pas fumé. Et que je commençais à vraiment ressentir le manque dès que je fumais pas pendant une matinée. J'étais capable de beaucoup de choses pour me procurer rien qu'un bout de shit. Voilà. Et des fois, tu tombes dans des problèmes comme la prostitution, etc. Parce que eux, là-bas, c'est un moyen de paiement qu'ils acceptent, malheureusement. On m'a déjà demandé, et j'ai des copines à moi qui ont déjà réglé comme ça parce que c'est un problème. Et quand on a vraiment besoin, généralement, t'es prête à beaucoup de choses. Dans ce genre de situation, les journalistes ne sont pas libres de filmer ou de photographier ce qu'ils veulent. Invité à la présentation de cette saisie, Jorge Guerrero, photographe de l'agence France Presse, nous raconte comment il a dû travailler ce jour-là sous haute surveillance. L'information nous est parvenue par l'intermédiaire de la police nationale, qui nous a envoyé un communiqué de presse. En tant que journalistes, nous recevons des convocations de différents organismes, qu'il s'agisse du gouvernement ou d'autres services. Nous ne savions pas exactement où nous allions, pour que nous ne puissions pas savoir où se trouvait la drogue. Nous avons été convoqués à un endroit, et de là, ils nous ont transférés à l'endroit où la drogue était entreposée. Alors oui, de toute façon, aux États-Unis, par exemple, il y a 19 États plus le district de Columbia qui ont légalisé le cannabis récréatif. Alors il faut savoir qu'il y a le cannabis médical. En plus, on est dans l'obscurantisme plus total puisque le cannabis médical, c'est très utile quand vous avez un cancer, si vous n'avez pas faim. Donc c'est des produits, ça a été évalué par des médecins, c'est très efficace. Et là encore, on n'arrive pas à le débloquer. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre je trouve, de l'obscurantisme dans notre pays. Donc 20 États qui l'ont légalisé, plusieurs pays, le Canada, etc. Je connais personne qui veut revenir en arrière. Prostitution, narcotrafic, des mots qu'on n'imaginait pas prononcer dans ce territoire rural. Et pourtant, partout, les affaires s'enchaînent. Gap, Laragne, Digne, Malijai, nos campagnes ont aujourd'hui leur place sur la carte des stupéfiants. Nous avons enquêté au cœur de ces territoires et les autorités sont unanimes. Un produit, en particulier, change la donne. Les instructions étaient de ne pas envoyer les coordonnées du lieu dans lequel nous nous trouvions, ne pas prendre de photos de l'extérieur du bâtiment où la saisie a été effectuée. Et puis en tant que professionnels, nous devions transmettre l'information principale, c'est-à-dire la saisie de drogue, et ne pas utiliser de gros plans des membres des forces de l'ordre pour ne pas risquer de divulguer leur identité. C'est pourquoi il était plus judicieux d'utiliser des plans plutôt larges pour qu'ils ne soient pas identifiés et pour essayer de les fondre un peu dans le décor. Quand même, ça doit nous faire réfléchir, non ? Si c'était si catastrophique que ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes. Bien évidemment, quand vous légalisez, vous augmentez les consommations. On ne peut pas imaginer qu'on va légaliser et diminuer les consommations, ça serait très bizarre, sauf si le seul motif, c'est le braver l'interdit, mais ce n'est pas le cas. Hein. Par contre, les enfants y ont moins accès. Or, je crois que moi, ce qui m'a motivée pour travailler sur ce sujet, c'est quand mon fils et ma fille sont rentrés en 6e, il y avait un dealer dans leur classe. Moi, je trouve ça tellement irresponsable, parce que ce qu'on sait, c'est que les psychotropes sur les cerveaux jeunes, c'est très dangereux. Ouais. Il y a une tendance principale, c'est la hausse de la consommation de cocaïne et de crack. La cocaïne est aujourd'hui vraiment un des produits phares et de plus en plus consommé et donc de plus en plus trafiqué. Pour la première fois cette année, on a des mineurs qu'on a contrôlés avec quelques grammes de cocaïne. C'est pas très rassurant. Le phénomène est national. De 700 kilos en 2022, les saisies de cocaïne en zone gendarmerie sont passées à 6,6 tonnes l'année dernière, soit quasiment une multiplication par 10 en 2 ans. En principe, l'idée est d'informer sur la quantité de drogue. Donc l'image doit donner cette impression de quantité, pour que les gens soient impressionnés lorsqu'ils la voient. À un moment donné, un collègue de télévision a demandé aux policiers s'ils pouvaient manipuler les paquets de drogue, pour que la vidéo soit davantage diffusée, et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous vous placez devant, puis vous vous décalez un peu sur le côté, de manière à saisir un peu la perspective, en mettant en valeur les lignes de fuite qui mènent vers les policiers.
tout en montrant bien la quantité de drogue impressionnante, visible également à l'arrière-plan. Bien sûr, lorsqu'il y a beaucoup de journalistes, vous essayez un peu de les éviter, ce qui est très compliqué car on est dans un espace très restreint. Mais le sujet principal, c'était la drogue et la police. Donc j'ai essayé de recadrer la photo pour montrer ce qui me paraissait le plus important. Donc on doit protéger nos enfants. On ne va pas y arriver avec ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire un pays submergé par le cannabis dans toutes les petites villes de province. Toutes les familles sont concernées. Les taux de prévalence, c'est plus de 50% à moins de 16 ans. Donc ça veut dire qu'un jeune sur deux à moins de 16 ans a déjà expérimenté avec le cannabis. Donc si vous avez 2 enfants dans votre famille, c'est bon, vous êtes concerné. Bonjour monsieur, vous avancez un petit peu jusqu'au véhicule qui vous précède. Dans les Hautes-Alpes, les grosses opérations se passent souvent ici, au péage de la Sols. Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Est-ce que ça vous arrive? Jamais, pas du tout. 50 kilos de cocaïne saisis en novembre dernier, 16 kilos en février. Le fruit d'enquêtes judiciaires approfondies. Mais pour les gendarmes, tous les contrôles s'avèrent payants. Ces images de saisie sont paradoxales. Elles veulent montrer l'efficacité policière, mais révèlent en même temps l'abondance des drogues en circulation. C'est ce message contradictoire que retient Michel Gandilon, chercheur en géopolitique des drogues. C'est un grand classique de la lutte anti-drogue, de la guerre contre la drogue, c'est-à-dire que l'État et les forces police, les douanes, la gendarmerie aiment afficher leur succès contre les trafics, et rien de plus spectaculaire qu'effectivement de mettre en scène une grosse saisie de drogue. Alors, il y a deux questions. La première, donc, on est dans une émission d'économie quand même, donc c'est la taille du marché. Le cannabis, c'est 5 millions de gens qui en ont consommé l'an dernier. La cocaïne, c'est même pas 500 000. Bon, donc on ne maintient pas 4 000 points de deal avec la cocaïne. Et alors, la deuxième chose, c'est que les gens... Bon, en plus, la législation donne des très mauvais signaux sur ce qui est dangereux et ce qui n'est pas. L'alcool, le tabac, c'est beaucoup plus addictif, beaucoup plus dangereux. On peut mourir d'une overdose de tabac ou d'alcool. On ne connaît personne qui est mort d'une mourir d'une overdose de tabac. Je pense, oui, si vous prenez trop de nicotine. J'en sais rien. Bon, en tout cas, l'alcool, c'est sûr. Pour information, là, nous avons découvert de la résine de cannabis en possession d'une des passagères du véhicule que nous avons contrôlé. Donc, vu que c'est la passagère et non pas le conducteur, celle-ci sera soumise à une amende forfaitaire délictuelle pour possession de cannabis. C'était la dose pour son week-end. Elle nous l'a déclaré et elle nous l'a remis spontanément. L'axe est stratégique. En 2 petites heures, plusieurs retraits de permis et des saisies. Ces images apparaissent très tôt. Je pense notamment aux images qu'on voyait pendant la prohibition aux États-Unis avec la police fédérale qui s'affichait avec des cargaisons de whisky et d'alcool fabriqués par la mafia. Mais ça s'est beaucoup développé dans les années 60 et logiquement avec l'explosion du trafic de drogue à partir des années 60. 71, Richard Nixon fait une conférence de presse restée célèbre où il dit que les drogues, notamment l'héroïne, sont l'ennemi public numéro 1. En tout cas, on ne connaît personne qui est mort d'une overdose de cannabis. Donc ça, c'est pas possible de mourir d'une overdose de cannabis. En tout cas, la recherche en médecine ne fait pas état de ça. Donc, c'est assez peu addictif. Donc, les interdits ne reflètent pas nécessairement les dangers que ça représente, d'une part. Et d'autre part, donc, si on informe un peu mieux les gens, la demande pour l'héroïne et la cocaïne, ça ne sera jamais celle du cannabis, oui, parce que ce sont des drogues beaucoup plus dangereuses. La taille du marché n'est pas la même. La taille du marché n'est pas la même. Ça, c'est le premier point. Cannabis, cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et puis, il y a des drogues de synthèse qui commencent à arriver également, auxquelles on est très attentif. C'est de l'ecstasy, et puis c'est des drogues de synthèse qui se mettent en liquide de vapoteuse, qu'on essaie un petit peu de combattre également. Pour suivre le fil de ce trafic, nous continuons notre enquête à Briançon. 1300 mètres d'altitude, au pied des pistes de Serre-Chevalier, la cité Vauban a récemment hébergé ce qui devait être le point de deal le plus haut d'Europe, en plein centre-ville. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. Donc ça lance en quelque sorte la guerre à la drogue. La guerre à la drogue, effectivement, est un affichage vertueux des États qui mènent la lutte contre les réseaux criminels, qui rassurent leur population.
Et après, il y a des aspects, disons, moins reluisants de cette guerre à la drogue. Genaro Garcia Luna, le responsable de la lutte anti-drogue au Mexique, au plus haut niveau, affichait des succès contre la drogue, mais il utilisait en fait le cartel de Sinaloa pour lutter contre d'autres cartels. D'ailleurs, Genaro Luna vient d'être condamné pour un procès retentissant pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Et le deuxième point, c'était le risque de mettre des familles en faillite très rapidement. Je trouve ça hallucinant comme argument. Donc, est-ce que vous souhaitez pour vos enfants qu'ils deviennent dealers? Enfin, est-ce que c'est un métier qu'on souhaite pour ses propres... Non, mais on est bien d'accord. Mais l'idée de se dire que vous avez des zones qui vont se retrouver en pénurie... Donc le premier point, c'est... avoir faim à la fin du mois très rapidement. Je comprends pas ça. En plus, on a quand même un système de protection sociale qui est un des plus généreux au monde. Donc, ça m'étonnerait qu'ils meurent de faim. Au Costa Rica, les autorités ont découvert qu'un chat était employé par les narcotrafiquants pour faire passer la drogue jusqu'en prison. Sur son dos, les agents pénitentiaires ont trouvé 2 sachets solidement attachés. L'un avec 235 grammes de cannabis, l'autre avec 68 grammes de crack. Il a été capturé alors qu'il commençait à escalader les grilles de la prison. Il est désormais placé sous une surveillance vétérinaire afin qu'il ne soit plus utilisé à des fins illégales. Oui, Alpha toujours équipé à 1+1. On se rend sur le secteur des Toulousanes et vous pourrez donner les missions prioritaires à Bravo. Nous pénétrons dans la petite cité des Toulousanes avec la patrouille de police secours. Il y a une entrée, une sortie. Donc quand on arrive d'un côté, ça sort de l'autre. Donc c'est une guerre qui a sa propagande vertueuse et puis derrière malheureusement des aspects beaucoup moins reluisants. En France, on n'avait pas ces moyens extrêmes, mais bien sûr qu'il y a une communication liée à la lutte de l'État contre les drogues. Un des exemples les plus célèbres d'affichage médiatique, ça a été la saisie réalisée le 17 octobre 2015 dans le 16e arrondissement de 7 tonnes de résine de cannabis. François Hollande a parlé d'un succès. Nous sommes capables de porter des coups très sérieux à des organisations criminelles. Là, donc, on était dans la pure communication. Et en fait, cette saisie n'était pas vouée à être interceptée. La marchandise était destinée à un informateur de l'OCERTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Et ce sont les douanes, en fait, qui sont immiscées et ont fait tout péricliter. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on suit assez proprement comment se répartissent les profits du trafic de drogue, les petites mains gagnent, c'est le SMIC. Hein. Si vous êtes nourri, c'est-à-dire si vous gardez chez vous 500 kilos de cannabis, vous risquez de passer beaucoup de temps en prison, vous gagnez 1 500 € par mois. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas en train de... Et tous les profits vont évidemment dans le main du haut de la pyramide, pas en France. Donc je trouve ces arguments personnellement inaudibles. Voilà. Sur Internet, ce chat noir et blanc est désormais baptisé narcochat. Mais selon les autorités costariciennes, il est loin d'être le premier. 7 tentatives similaires impliquant des animaux ont été recensées sur les dernières années. Connus pour leur agilité et leur rapidité, les chats sont les animaux les plus employés. Mais les trafiquants avaient aussi utilisé un pigeon en 2015 pour acheminer de la cocaïne. Désormais, les surveillants de prison au Costa Rica sont formés à détecter les comportements suspects des animaux à proximité des établissements. La patrouille se fait à pied. En face de ces immeubles vieillissants, 2 écoles et même la cour du collège, aux premières loges pour observer le trafic. Donc là, on avait pas mal de guetteurs, donc c'est vrai, on nous voit rentrer donc soit par là-bas ou si on empruntait l'autre entrée. Il y avait pas mal de patrouilles pédestres aussi en se garant sur le petit parking. Et en fait, ici, on avait les guetteurs, donc forcément, ça sifflait dans tous les sens, ça criait à ras. Cette saisie a été l'occasion, etc., de déclencher un certain nombre d'enquêtes qui ont mis en évidence les rivalités entre, à l'époque, l'OCERTIS et les douanes. Pour le dire très crûment, aujourd'hui, on considère les saisies et l'importance des saisies comme un indicateur de la disponibilité des produits. On a saisi en 2021 près de 300 tonnes de cocaïne en Europe. Et malheureusement, tous les indicateurs qu'on a depuis des années montrent que les prix sont plutôt stables ou sont en baisse et la pureté des produits qui circulent augmente. Mais c'est plus facile à des fins de propagande d'afficher des cargaisons. Surtout qu'il y a tellement de produits qui circulent aujourd'hui qu'en saisir, c'est quelque sorte la facilité.
T'as entendu parler de la nouvelle drogue de la mort? Non, laquelle? Bah, y a une nouvelle substance des États-Unis qui arrive dans les rues, v'là dangereuse. Et les gens, ils en prennent quand même? Bah ouais, parce que les gros dealos, ils offrent la première dose. Ah ouais, la technique de zinzin. En même temps, ils sont pas cons. Ils ciblent des proies faciles et naïves. Attends, chut, ta gueule, y a le match qui commence. Ce match est sponsorisé par Losamax. Votre premier pari offert avec 150 €. Ouais, la dinguerie gros, on va devenir méga riche. 150 € gratuits, ils sont vraiment trop cons. Vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire ou j'avance? Et Juan et le mot, déjà, et Anne-Sophie. C'est passionnant ce qu'on vient d'entendre, et ça montre aussi le rôle des économistes dans le débat public. Sur des sujets comme ça, comme l'immigration, des sujets qui sont épidermiques pour certains politiques, qui ont surtout des postures purement idéologiques, on voit bien qu'au bout de 2 minutes d'argument, la forteresse idéologique s'effondre. Et c'est pour ça qu'il faut que les économistes prennent plus de place dans le débat public. Et il faudrait aussi que les médias leur laissent plus de temps pour dérouler leurs arguments, parce que ce qui se déroule en 3 minutes, il faut que ça puisse s'exprimer. Et c'est beaucoup plus long que de faire une posture de 10 secondes. On a du mal à comprendre que justement on ait des points de deal comme ça, qu'on ait ce trafic qui s'installe, parce que justement c'est des petites villes, on est 10 000 habitants, c'est plus des montagnards, la campagne. Donc oui, quand ça touche les campagnes, c'est une ville, on va trouver ça normal. Une petite ville comme ici, ça peut paraître surprenant, oui. Les voisins nous décrivent ces rassemblements constants, ici, sur le trottoir devenu point de vente. Un déchirement pour tout un quartier. Un sujet d'actualité ce matin, on l'a appris hier, le gouvernement rouvre la porte au cannabis thérapeutique. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu dans ce feuilleton, ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura bientôt en pharmacie, docteur ou pas? Non, là, vous allez vite en besogne là, parce que effectivement c'est un peu le grand flou. Alors c'est une étape supplémentaire, mais c'est pas pour demain. C'est-à-dire que le cannabis thérapeutique, on parle du cannabis thérapeutique, le ministre Yannick Neuder a ouvert la porte et notamment a transmis le dossier à l'Europe. Ça faisait des mois que les associations de malades, que les médecins qui en prescrivent, qu'il y avait tout un lobbying pour dire mais le cannabis médical, il faut y aller, d'autres pays européens y vont. Donc là, ça a été transmis à l'Europe, il va falloir quelques mois, globalement 6 mois. En revanche, la lutte contre les réseaux criminels nécessite du temps, de la discrétion, du secret. C'est un travail extrêmement ingrat et très difficile à mettre en scène. C'est beaucoup moins spectaculaire que de s'afficher avec des cargaisons de drogue. La prime au spectacle, donc. Voici un autre exemple. L'Équateur, pays de transit de la cocaïne en provenance de Colombie, est touché par une spirale de violence liée au narcotrafic. Dans la seule région du port de Guayaquil, d'où est partie la cocaïne saisie le 23 août en Espagne, les autorités équatoriennes dénombrent plus de 2000 morts en 2022 à cause des rivalités entre réseaux criminels. C'est une véritable guerre civile qui a provoqué là-bas l'explosion du trafic international de cocaïne. Mais en Europe, les images ultra spectaculaires de ce conflit ont été largement diffusées. Elles sont venues s'ajouter à celles du trafic, nourrissant ainsi un corpus iconographique lié à la drogue, toujours plus impressionnant. Mais juste un tout petit point là-dessus, il y a Génération Libre qui avait fait une très bonne note, je crois, à peu près au moment de vos travaux aussi, qui disait faisons en sorte que tous les dealers qui sont en fait des entrepreneurs, qui ont la fibre entrepreneuriale, puissent le faire légalement, ou alors se réorientent en tout cas vers autre chose. Ça, ça paraît frappé de bon sens, et on voit bien qu'en plus l'histoire économique est jonchée d'exemples, nous montrant qu'en fait toute prohibition ne marche pas, et au contraire, on a même des fois plus de consommation quand c'est prohibé que quand ça ne l'est pas, parce que vous avez toute une économie souterraine qui du coup est beaucoup plus attractive et lucrative. Moi qui suis originaire du quartier des Toulousanes en plus, qui ai vécu toute ma jeunesse là-bas, non, c'était pas ça du tout à l'époque. Mais on va dire que c'est les nouvelles générations qui s'est implanté ce genre de deal et voilà. Mais c'est vrai qu'on a été très surpris, quoi. Très surpris. Ça faisait peur, hein. Il y a des fois où on se disait est-ce qu'on laisse les enfants sortir? Moi j'ai l'école des enfants qui est juste à côté. Il y a des moments où on n'était pas rassurés à 4h30, quoi. Hein. Mais voilà, ça va quand même beaucoup mieux. C'était au stade d'expérimentation. Ça permet de soulager aussi les patients qui, pour des raisons de douleur, d'anxiété, étaient dans l'expérimentation. Et il y a quelques semaines encore, ils disaient, mais attendez, l'expérimentation va s'arrêter. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc l'expérimentation a été, 1, prolongée, et 2, le dossier a été passé à la Commission européenne de façon à pouvoir revenir en France avec toutes les autorisations de mise sur le marché, parce etc. que ça déchaîne tellement les passions en France qu'on n'arrive pas à avoir un débat dépassionné sur cette histoire. C'est hallucinant. Exactement, parce qu'on confond tout, surtout. C'est une espèce de, j'allais dire, c'est en
employer un gros mot, c'est un peu le bordel quand même. Entre le thérapeutique, le médical, c'est quoi la différence? Exact. Et dernièrement, il y a aussi une grosse hypocrisie des élus, ce que vous avez dit, mais on peut le dire aussi autrement. Il y a beaucoup d'élus, notamment municipaux, qui refusent la légalisation du cannabis parce qu'ils achètent la paix sociale comme ça. Et parce que quand vous entendez très souvent au moment des municipales, beaucoup de municipalités, notamment de gauche, qui vous disent « moi, je suis contre la légalisation du cannabis parce que en fait, ça fait vivre mes électeurs et ça me permet justement de continuer à rester en poste ». Et donc du coup, ils achètent leur mandat avec du sang. Et ça, justement, je pense que c'est des arguments qu'il faudrait peut-être aussi remettre dans le débat. À Digne-les-Bains, une affaire inédite. Un vaste réseau de trafiquants avait instauré une atmosphère de peur dans le quartier Pied-de-Ville, avant d'être arrêté. L'opération de démantèlement à Digne, elle a montré qu'on avait affaire à des Dignois. On a affaire à de la délinquance locale qui, parce que les gens finalement n'avaient pas forcément souhaité dénoncer ces agissements, ont pu prospérer et, au-delà du trafic de drogue, mettre en place un système de racket organisé. Globalement, il y a 3 types de cannabis. Il y a le cannabis médical. On parle de ça, il est cultivé avec des normes strictes. C'est un médicament et surtout, la recette, il y a 2 choses. Il y a le fameux THC, c'est ça la substance psychoactive qui fait un peu déconnecter. Et puis, il y a le CBD aussi, qui là, n'a pas d'effet sur le cerveau, mais qui a d'autres types d'effets relaxants. Et donc, le cannabis médical, il y a un dosage, il y a vraiment une posologie et une composition chimique avec du THC et du CBD. Et on peut vraiment dire que c'est un médicament. Et si ça revient en France, et ça va revenir en France via l'Europe, ça sera un médicament soumis à autorisation de mise sur le marché. Quand même, sur la légalisation du cannabis, moi je voudrais quand même rendre hommage, je ne suis pas populiste, aux élus de terrain, parce qu'on avait fait plusieurs auditions parlementaires, et ça venait quand même de la base. C'était les élus, les députés, qui disaient, bon, nous, que ce soit, alors, c'était sous le premier mandat de Macron, donc la Macronie, mais aussi les Verts, et aussi les socialistes. En fait, ce qui était très opposé, c'est plutôt les Républicains, parce que c'est leur électorat. Là aussi, moi, je ne veux pas leur jeter la pierre. Je ne suis pas élu, moi, je suis fonctionnaire. Donc, c'est facile de dire ce que je dis, même si c'est vrai, si c'est sur des faits. Bon, si j'avais des électeurs, peut-être je ferais attention si mes électeurs sont vent debout contre ça. Le 12 avril dernier, Igor Cassini a dû fermer sa boutique de CBD, ouverte depuis presque 10 ans. Un décret du gouvernement italien déclare alors la culture et la commercialisation du chanvre hors la loi. Un coup dur pour ce chef d'entreprise qui s'était lancé dans cette activité. Dans ce cocktail de stupes et de violence, 4 restaurateurs ont porté plainte. Cette brasserie aussi a été approchée et le patron a vite remarqué ses clients aux méthodes mafieuses. C'était un groupe, quoi. Donc déjà rien que ça, quoi. Ils arrivaient à 5-6 à chaque fois, il faut le gérer, quoi. Ou c'était de l'argent demandé, ou ils venaient manger, ils disaient bon, je passerai plus tard te régler, et en fait, ils passaient jamais à régler personne. Et puis, ça a été facile pour 1 ou 2, et tant que personne ne disait rien, ils ont dit allons-y. Ça, c'est le cannabis médical. Le cannabis récréatif, le ouinge, globalement. Et voilà pourquoi le débat, il est pollué. Parce qu'on confond le cannabis thérapeutique, qui est pour des douleurs neuropathiques, pour de l'épilepsie, pour des symptômes liés à des cancers, par exemple, ou pour des maladies comme la sclérose en plaques, avec des rigidités musculaires. Juste ça, pardon, c'est le cannabis quand on dit thérapeutique et médical, c'est pareil. C'est pareil, thérapeutique, médical, c'est la même chose. Par contre, le ouinge, le cannabis récréatif, c'est illégal, c'est pas un médicament, et il y a que du THC, et c'est pas ça qu'il faut prendre quand on a ces maladies-là. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'opinion publique, quand même, a basculé. Il y a plus de 50% des Français qui souhaitent une évolution. Bon, on est les derniers mohicans, là, il faut qu'on arrête, je crois. Bien, Anne-Sophie, oui, une réaction avant de parler d'une manière des pays. plutôt juste factuelle. Ce que je trouve assez étonnant, c'est vu la situation en effet budgétaire, vous l'avez très bien dit, qu'on ne s'intéresse pas plus à ça d'une manière purement pragmatique, hors idéologie, en disant, c'est vrai que là, il y a 2 milliards d'euros, vous parliez, j'avais les estimations, mais je ne pensais pas que c'était autant de recettes fiscales, qui est quand même tout à fait intéressant. Et je trouve que c'est assez étonnant, vu le débat où on cherche de l'argent quand même absolument partout, qu'il n'y ait pas, juste au moins sur ce point de la fiscalité, des débats pour voir ce qu'on peut faire. Nous sommes producteurs dans 2016. Nous avons 10 salariés. Et le 3 avril, on a dit aux salariés que c'est fini le travail. Et nous avons perdu en 1 mois plus de 150 000 euros. Sans aucune perspective de réouverture, même la machine située à l'extérieur du magasin ne distribue plus de CBD. Ils se sont sentis tranquilles dans leur ville. Hervé Zanetti a su gérer
Mais plusieurs de ses collègues ont été conduits au bord de la faillite dans cette affaire. Le souci, c'est qu'il fallait qu'on en parle avant. Si on en parlait avant, on se débrouillait, on se mettait les autorités avec nous et on réglait le problème. Voilà. Mais là, ça avait pris trop d'ampleur. Aujourd'hui, le préfet veut toucher les trafiquants au portefeuille. 230 000 € d'avoirs criminels liés à la drogue ont été saisis l'année dernière. Et puis il y a un troisième perturbateur qui pousse un peu comme des champignons, sans mauvais jeu de mots, c'est tout le CBD, tous ces magasins à CBD qu'on voit un peu de partout. C'est pas du cannabis récréatif, c'est pas du cannabis médical non plus, c'est juste la partie CBD qui vous fait pas planer parce qu'il n'y a pas d'effet sur le cerveau, mais qui peut décontracter, qui peut être antidouleur, etc. Il y a beaucoup de patients qui pourraient être sur prescription de cannabis médical, mais comme il n'y en a pas, ils se replient un peu sur le CBD. Et là, l'efficacité, c'est point d'interrogation parce qu'on ne sait pas et ça n'a pas été testé dans des études. Je te demande pardon. Vous savez, Anne-Sophie, il y a une note de la Fondapol, je ne sais plus qui l'a signée, quand on est très purement pragmatique, presque cynique en économie, qui chiffre les économies budgétaires que représenterait une loi sur la fin de vie. C'est juste d'un cynisme absolu. En fait, c'est vraiment... là, c'est pas la même chose. Non, mais pour vous dire comme quoi l'économie est quand même vraiment trash parfois, c'est qu'évidemment, à la toute fin, généralement, que les dépenses de santé sont les plus élevées. Et donc, ils arrivent avec l'exemple du Québec et de l'Oregon, en extrapolant par rapport à la population française, à imaginer ce que ça représenterait comme économie budgétaire sur un an si on avait une loi. Voilà, c'est quand même horrible. Non, mais par contre, moi, ce que je pense, sur ce sujet, ce qu'on devrait développer, c'est les centres de soins palliatifs. Parce que l'hôpital, un médecin, il n'est pas préparé à accompagner quelqu'un en fin de vie. Et donc, quand il y a un centre de soins palliatifs, on arrête les traitements très coûteux, on soulage la douleur, et c'est parce que s'il n'y en a pas, les médecins s'acharnent. Alors, et c'est vrai que c'est là où les coûts explosent. Mais bon, c'est un autre débat. David, situé lui aussi à Vintimille, a réussi à garder ouvert sa boutique en vendant de tout sauf du CBD. On ne peut plus vendre la CBD, on est autorisé à vendre toutes les autres choses qui ne sont pas contenant le CBD ou fait avec de la chanvre. Mais le 80% de le marché, c'est la vente de CBD. On a réactivé dans le département une cellule de renseignement sur les stupéfiants qui fonctionne très bien et qui associe l'ensemble des services fiscaux, services de répression des fraudes, inspection du travail. On souhaite agir vite et fort et dans la durée sur ces réseaux qui concernent effectivement les territoires ruraux comme le nôtre. Loin d'être évident quand la consommation reste en hausse. Depuis 2018, le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants a augmenté de 89% dans les Alpes de Haute-Provence. La difficulté pour les autorités dans ces territoires, c'est que consommateurs et dealers, souvent, se confondent. L'un d'entre eux, nous l'appellerons Kélian, accepte de nous révéler sa marchandise, tout juste ramenée de Marseille. En 2021, notre groupe avait déposé une proposition de loi transpartisane sur la légalisation, la production, la vente et la consommation de cannabis. Ça n'a pas été suivi d'un vote favorable, mais le titre 1 de cette loi prétend organiser la lutte contre le narcotrafic, mais omet toute la question de la légalisation. Or, il se trouve que dans ce beau pays de France, où l'on aime les bonnes choses, comme le vin, eh bien, il y a plus d'un Français sur deux qui a consommé du cannabis dans sa vie. Thérapeutique, on sait ou pas Sur le cannabis thérapeutique, oui, même si ça reste controversé. Il y a deux formes. On peut soit l'inhaler, soit le prendre sous forme orale, soit des huiles, soit des comprimés. Il y a de l'efficacité qui avait été quantifiée comme étant limitée ou très limitée. Mais quand il n'y a pas d'autre recours, quand il y a des douleurs, quand vous avez une spasticité, c'est-à-dire des muscles très rigides pour les malades atteints de sclérose en plaques, et que ça fonctionne, ça veut dire qu'il ne faut pas les en priver. Et ça, c'est important que ça puisse revenir. Avec un ministre qui, pour le coup, Yannick Neuder, qui est médecin de formation, est plutôt actif et on a l'impression vraiment qu'il veut accélérer le dossier. Samuel ? Non, écoutez, rien. Je n'ai jamais testé le cannabis, ni médical, ni pas médical, mais si ça peut soulager... non, mais on est tous, je pense que tout le monde est pour. Non, mais moi, je fais confiance aux médecins. Ouais. On comprend pas surtout pourquoi ça fait des années. Il y a un médicament qui est autorisé qui s'appelle le Sativex. Ce médicament, ça fait plus de 5 ans qu'il est autorisé en France. Et malheureusement, il n'y a pas eu de prix de remboursement, donc il n'est pas remboursé. Donc c'est pour ça que ça va prendre quelques mois. Ouais. Une situation profitable côté français,
ce réseau de magasins a vu sa clientèle augmenter de 10%. Pour autant, voyant ce qui se passe chez nos voisins, difficile pour ce chef d'entreprise de rester serein. On fait partie du plus ancien réseau de France, on est depuis 2013 et on a fait énormément de batailles avec le gouvernement. On a réussi justement fin 2020 à faire finalement respecter notre droit, qui est encore une fois le droit européen. Donc on espère que la page est tournée. Par ce décret d'interdiction, l'Italie contrevient au principe de libre circulation des marchandises, ce que l'Union européenne n'a pas manqué de lui rappeler. Il faut absolument qu'on parle de la vidéo qui est en train de se passer là et de ce qui est en train de se passer parce que ça risque d'être un problème sanitaire majeur en France. Ce qu'on est en train de voir là, c'est des fleurs de CBD naturelles qui ont été achetées par des grossistes, par des ensembles et on voit quelqu'un en train de sprayer à l'aérosol. Ce qu'il est en train de sprayer, c'est les néocannabinoïdes. Le CBD, ce qui est naturel, n'est pas censé te défoncer et n'a pas vocation à te défoncer. Tout ce qui est fait par la suite, c'est fait par des procédés chimiques qui sont faits par des industriels et des businessmen, des mecs qui en ont rien à foutre de savoir si ça va être bon pour ta santé ou pas. Ça, c'est de l'ecstasy. C'est 320 mg. C'est très très fort, cela. Et ça, c'est de la cocaïne, justement. De la colombienne. Là, il doit y avoir 3 ou 4 grammes. Là, à Marseille, c'était 100 € les 5 grammes. Et ça, il y en a un peu moins que 50, là, mais j'en ai acheté 50 pour 100 € aussi. Ça va de plus en plus vite à vendre. Mais les derniers que j'ai achetés, ça avait duré un mois, 3 semaines. Ça va de plus en plus vite, vu que plus on vend, plus les gens parlent, plus on vend. C'est un cercle infini comme ça. Lui n'est pas une tête de réseau. Et pour ces petites quantités, les cachettes sont faciles à trouver. The raccoons play with their meth pipe. Oh, there's no... He's trying to smoke it! All right. Thanks. There's no way! Alors effectivement, si vous voulez tous les mettre au trou, il va falloir construire beaucoup de prisons. Je sais que c'est un petit peu votre fantasme, mais je crois que ça va être un petit peu difficile. Je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, il y a un siècle maintenant, s'est produit un phénomène qu'on a appelé la prohibition contre l'alcool, qui a donné lieu à des trafics en tout genre, des crimes de tout ordre, qui aujourd'hui sont ceux que vous voulez combattre par cette loi, mais qui portent sur une autre substance que l'alcool, puisqu'il s'agit donc des substances stupéfiantes. Ceci a créé à l'époque un marché clandestin, une hausse des bénéfices, et donc, vous le savez bien, ultra-libéraux que vous êtes toutes et tous, que lorsqu'il y a un marché, qu'il y a du fric à faire et des bénéfices à réaliser, il y a des gens pour remplir la mission qui est de faire l'argent que cela promet. Plus le problème, c'est qu'après tu vois des articles dans les journaux, des articles de merde qui disent « Il consomme du CBD, fini à l'hôpital ». Mais en fait, nique ta mère, déjà, c'est pas du CBD. Les professionnels du CBD, on n'est pas d'accord. C'est des stupes, putain. Là, lui, c'est un trou du cul du CBD. Ouais, c'est le fils de du CBD. Et il faut que les consommateurs de cette merde se rendent compte que finalement, il ferait mieux de jeter quelques graines dans leur potager et de faire leur propre conso. Ce serait bien mieux que cette merde. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. On sait que oui, il y a des consommateurs. Oui, la légalisation est importante et peut permettre justement ces problèmes de santé de les pallier, d'avoir de la prévention, d'avoir des choses saines qui sont en train de se passer. Ce qui est là, les néocannabinoïdes, les néo-stupéfiants, comme Jérémy Gaillard aime les appeler, c'est de la grosse merde. Ça, c'est une fausse clé de voiture, et dedans, si je l'ouvre, c'est la petite balance. Donc, à où en soirée, justement, tu peux vendre au gramme près. C'est un peu caché, donc les flics, ils n'auront pas regardé une clé. Il y a plein de cachettes comme ça qui s'achètent sur les sites. Ça, c'est une batterie externe. Une fausse, du coup. Tu l'ouvres, tu peux vite remettre ton truc dedans et la refermer. Kélian a commencé à tout juste 20 ans. Il apprécie les drogues dures pour faire la fête toute la nuit. Et il se rassure sur cette consommation qu'il veut occasionnelle. Cette scène lunaire a été filmée par la caméra piéton d'un policier. Cet agent de Springfield Township dans l'Ohio réalisait un contrôle routier lundi soir. Il avait identifié ce véhicule et sa conductrice sous le coup d'une suspension de permis. You are suspended with a warrant for your arrest. I am. So, do me a favor, turn off the car, put the keys up on the dash. Le policier arrête la conductrice de 55 ans sans difficulté et c'est lorsqu'il se rend à nouveau au niveau du véhicule qu'il constate quelque chose d'inhabituel.
Alors ça augmente bien évidemment le niveau de violence et c'est ceci contre quoi vous prétendez lutter. Or nous avons l'exemple du Canada qui a procédé à une dépénalisation et une légalisation de la consommation du cannabis, qui a permis un monopole d'État qui permet de faire rentrer dans les caisses des sommes considérables et qui a apaisé également l'ensemble de la société par rapport à cette pénalisation. Donc nous demandons à ce qu'on légalise pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Pour l'instant, en tout cas, ça va pas mis négatif, c'est que du positif, parce que je sais me gérer. Je sais quand il faut que je m'arrête. Tu penses que tu vas arrêter un jour ou... Oui, il faut. C'est mieux quand même. Ce serait bête de se niquer la santé. Car la santé, beaucoup se l'abîment. C'est le cas de Tony. 30 ans que les drogues l'accompagnent. Au début pour la fête aussi. Mais l'engrenage a fini par le conduire à la rue. Il va mieux désormais, a retrouvé un emploi, mais toujours pas remporté son combat contre la cocaïne. The raccoon has her meth pipe. As what? Oh my God. Her meth pipe. He's playing with the meth pipe right now. Don't reach for it. That's evidence now. Oh, I don't want him to have that. That's why I'm gonna do it. Hey, buddy. Huh? It's okay. En retournant au véhicule, l'agent Branham aperçoit un raton laveur nommé Chewy assis sur le siège du conducteur, une pipe à méthamphétamine dans la bouche. L'animal, détenu de manière légale par la conductrice, a saisi une première puis une deuxième pipe à méthamphétamine en verre. There's no way. All right, enough fun and games. Pour fouiller les prisons. Et vous demandez un rapport pour évaluer les conséquences de la légalisation sur le niveau de consommation. Mais on sait déjà parce que en Uruguay, au Canada, justement, dans différents États des États-Unis, il y a eu légalisation et il y a eu augmentation de la consommation. Alors je sais que vous êtes des antilibéraux primaires et que la maxime bien connue « l'offre crée sa propre demande » vous est étrangère. Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Pour ce médecin, toute addiction est le symptôme d'une forme de souffrance. Que ses patients soient accros à l'alcool ou à la cocaïne, il les aide à dépasser ce mal-être à l'origine de leur consommation. C'est dans cette logique que l'association vient d'ouvrir un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Je voulais savoir, j'ai oublié ma puff, tu peux m'en donner une? Ouais. T'avais besoin de quoi comme matériel? C'est celle-ci que tu prends? Ouais, c'est bon. De la seringue à la pipe à crack, Justin dispense matériel et conseils. Cette découverte a poussé les policiers à fouiller la voiture dans laquelle ils ont trouvé une grande quantité de méthamphétamine, du crack et 3 pipes à méthamphétamine en verre usagées. La conductrice du véhicule a été inculpée pour possession de drogue notamment. La police a indiqué que le raton laveur domestique n'avait pas été blessé. No, he's trying to smoke it. Les policiers n'ont pas précisé si l'animal avait été testé positif aux drogues et s'il allait rester avec sa propriétaire. Nos agents sont formés pour s'attendre à l'inattendu, mais trouver un raton laveur tenant une pipe à méthamphétamine est une première. Cette drogue de synthèse stimulante, très souvent combinée à des opioïdes puissants comme le fentanyl, inquiète les autorités. Aux États-Unis, plus de 70 000 personnes sont mortes en 2023 d'une overdose à des opioïdes. Alors peut-être au niveau macroéconomique, il y a débat, mais au niveau micro, c'est évident. C'est-à-dire que l'accessibilité d'un produit et le prix d'un produit a toujours une influence sur la consommation de ce produit. Ça a été vrai pour la drogue, par exemple, l'accessibilité, la drogue via des plateformes comme Snapchat. Ça évite d'aller dans une ruelle un peu sombre et ça crée un nouveau public parce que en un clic, en un coup de téléphone, vous pouvez avoir votre livraison en bas de chez vous. Et ce raisonnement qu'on peut avoir sur la drogue, on pourrait l'avoir par exemple sur les produits sucrés dans les lycées qui ont été interdits. C'est pas une mesure de prohibition pour interdire la consommation de produits sucrés en disant que c'est mal pour les lycéens, mais le fait que ce soit accessible dans les lycées. Les distributeurs de soda, eh ben, ça a une influence sur la consommation de soda. Dans toutes les théories économiques et dans toute l'application de l'économie, la disponibilité et le prix d'un produit a évidemment une influence sur la consommation. Donc il faut absolument pas légaliser le cannabis. Ouais, logique. Avant l'injection, tu passes la lingette et après c'est plutôt de la crème hydratante, crème cicatrisante.
si t'as besoin. Le but, réduire les risques de la prise de drogue. Ça augmente pas la consommation, ça fait plutôt baisser les contaminations, des hépatites et du VIH, qui est pour le coup notre cœur de métier. Si les gens en prennent, c'est qu'ils en ont besoin, et voilà. Ouvert depuis quelques mois à Gap, le CAREUD propose aussi un accompagnement social et des dépistages. Le lieu se veut chaleureux. Féo, qui vit dans la rue, y trouve une parenthèse apaisante. Les jeunes, on fume du cannabis. Tu veux quoi, toi? C'est du CBD. Vous avez une pièce d'identité, jeune homme? Non, pas sur moi. Je peux vérifier sur l'ordinateur son identité, Titi? Bah non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les experts, patron. C'est marrant, hein, ce que tu fumes, ça a une belle odeur de cannabis. Il comprend pas le français ou quoi? C'est du CBD, ta daronne la girafe. Là, comme t'as dit matos ou des trucs pour faire ça propre, en sécurité et correctement, on t'explique même comment le faire. Et ça donne une sécurité, une sorte de... un calme dans la tête qui va te permettre justement de te poser des questions, de pas être stressé par le truc. Parce qu'il y a plein de consommateurs, quand ils consomment, ils pensent à leur prochaine consommation déjà. Et généralement, on prend de la drogue pour enlever ce stress constant de merde, la vie c'est dur. Tu vas aux urgences pour dire au secours, je suis en manque, ils te regardent comme un toxico. T'arrives ici, on va te poser, on va te parler comme un être humain qui a balle. Et c'est la réalité, c'est que je connais pas un consommateur de drogue qui a pas un petit quelque chose un petit mal à l'âme. Je connais pas grand monde d'ailleurs, consommateur ou non, qui n'a pas un certain mal à l'âme. Du CBD. On peut vérifier ça, Titi? Toujours pas. On fait comment du coup? Eh ben, on fait pas. Comment ça on fait pas? On a une bande de jeunes devant nous qui s'en fument la gueule à base de 4 feuilles de cannabis et on peut rien faire, ça tu me dis? Bah, tant qu'on peut pas prouver que c'est du vrai cannabis, non. Inch'Allah. Pardon? J'apprends le mandarin, c'est pour ma femme, mais je pense que là vous l'avez pas bien placé, patron. Un mal à l'âme, comme le miroir d'une société qui ne saurait plus faire rêver sa jeunesse. Voilà ce qu'il faudrait donc guérir selon Erwan, observateur de ces nouvelles addictions. On sait que la santé mentale actuellement est largement atteinte, enfin les jeunes sont largement en difficulté pour différentes raisons, des raisons sociétales et autres. Donc la consommation n'est pas une solution, mais en tout cas je pense qu'il faut essayer d'orienter un peu nos politiques vers l'accompagnement de ces jeunes. Regarde un peu. Waham, non, t'as raison, je l'ai pas du tout, faut que je progresse, je pense, ouais. Jusqu'à la première cassette en même temps, hein. Step by step. Ah, parce que je parle anglais aussi. Alors les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu bouges et tu vas jouer au flic plus loin. T'entends ça, Titi? Bah oui, je suis juste là. On peut pas les coffrer? Bah, pas sans raison, non. C'est chiant, flic, en fait. Ah, c'est frustrant, non? Ah bah, je te le fais pas dire. Parce que si ça se trouve, c'est du vrai cannabis, on sait pas. C'est bien le problème, jeune homme. On ne sait rien dans cette affaire. Hein, mon Titi? On avance pieds et mains liés dans cette affaire. Avec un bandeau sur les yeux. L'État finance les lieux comme celui-ci. Mais il déploie en parallèle une communication très sévère pour les consommateurs, comme avec ce nouveau clip. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Une culpabilisation inefficace pour l'association, qui rappelle que l'alcool tue encore beaucoup plus que les drogues illicites. Des drogues qui n'épargnent en tout cas aujourd'hui plus aucun territoire. Prévention, répression, la ruralité n'a désormais pas d'autre choix que d'y faire face. Bon, on va laisser couler pour cette fois les jeunes. Restez loin des problèmes, et comme je dis à chaque fois, j'espère à jamais. Ciao ciao. Chou, 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 ciao, chou. Titi au pied. Ça doit pas être facile tous les jours, hein. Ah non. Tu veux fumer un coup? Vas-y, je suis chaud, c'est avec l'autre là. Tiens mon pote.